Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, ravi de vous retrouver. Effectivement, nous sommes donc déjà mercredi 30 décembre. Je pense que ça va être la dernière vidéo de cette année. Bien, je vous rappelle qu'il me reste encore, je crois, 28 jours d'emprisonnement par Facebook, avec l'impossibilité d'avoir recours à ma liberté d'expression, pour simplement avoir parlé d'une étude sur la chloroquine, qui est quand même en vente libre en Italie, je vous le rappelle, qui est prescrite par les médecins italiens, suivant une autorisation du ministère de la Santé italienne d'il y a un mois. C'est quand même fantastique. Je vous en ai déjà parlé à maintes reprises. Bon, bref, il ne faut pas dire le mot sur Facebook, sinon vous êtes supprimés. Vos publications sont supprimées. Bien, j'ai ouvert un compte BK. Donc ces vidéos, vous les retrouvez également sur BK. Et puis donc elles sont aussi dupliquées automatiquement sur Odyssée. Voilà. Donc c'est ainsi. Nous allons commencer. Je vais vous mettre un document et vous allez comprendre. A tout de suite. J'ai plus qu'assez qu'on nous prenne pour des imbéciles. France 2. Le 21 décembre, un reportage prétend, faux chiffre à l'appui, que la France est le pays d'Europe qui s'en sort le mieux au niveau des morts du Covid. Avec de faux chiffres de mortalité, ils prétendent que la France a moins de morts que l'Allemagne. Alors, on vous sort un truc, je vous le mettrai dans le fil de la vidéo. On vous met ça. Ceci. Voyez? Donc, ce qui est complètement faux déjà, c'est que quand on vous dit 5,7 morts par million d'habitants, ça veut dire que pour 67 millions d'habitants, on aurait seulement 382 morts. Donc déjà, la personne qui écrit ça, elle ne se rend absolument pas compte. Ça voudrait dire que pour 83 millions d'habitants, en Allemagne, il n'y aurait que 600 morts. Donc c'est déjà complètement bidon. C'est faux. Alors voilà. D'après les chiffres officiels de Johns Hopkins University, en Allemagne, il y a 26 626 morts, soit 3 morts pour 10 000 habitants. Et en France, on aurait environ 61 019 morts, ce qui ferait donc 9 morts pour 10 000 habitants. Donc la France a 300% de morts de plus que l'Allemagne. Voilà. Donc l'Allemagne a 3 fois moins de mortalité que la France. Et tout le monde le sait, puisqu'ils ont moins de morts que nous, tout en ayant plus d'habitants, ce qui ne peut que diminuer le nombre de morts par habitant. Voilà, donc ce qui n'a pas empêché la rédaction du journal de France 2 de publier cette fausse info pour tromper le public. Et c'était le 21 décembre 2020 à la 16e minute 55. Voilà. Et en plus, effectivement, ils se sont trompés dans le décompte. Complètement décompte. Voilà. Le chiffre, ce qu'ils ont voulu dire certainement, c'est 929 décès par million d'habitants, contre 353 en France, qui fait donc presque le triple. Voilà. France 2 est le roi de la fake news. Mais alors, j'entends pas les décodeurs, les déconneurs du Monde et fake news de Libération, ou de l'Aberration plutôt. On voit des complotistes, mais voilà, les complotistes, ce sont ceux qui donnent des faux chiffres au journal télévisé, devant vos yeux. Voilà. Alors les gens ils vont se dire, ah oui, du coup, Macron s'est bien débrouillé. Bon, parlons des morts. La mortalité. Alors, je vais vous donner quelques petites informations. Mortalité, toutes causes confondues, du 1er janvier au 14 décembre pour 2020, 632 000 morts, 336. 2019, 582 morts, 783. 2018, 580, 485 morts. Donc, on fait une moyenne entre 2018 et 2019, ce qui fait qu'en 2020, nous avons 50 000 décès en plus par rapport à la moyenne des 2 dernières années. Alors, ce qui correspond théoriquement à 50 000 décès sur 67 millions d'habitants, ce qui correspond à une surmortalité de 0,08% de la population. Donc on s'aperçoit sur ces chiffres, nous aurions 69% dans les hôpitaux, 31% dans les EHPAD. Ouais. Il semblerait que 93% avaient plus de 65 ans, avec un âge médian de 85 ans.
voyez, ça c'est les chiffres de Santé publique France. Rappelez-vous qu'on nous a parlé de 1 million de morts hein, pour du Covid, hein, pour l'année 2020. Ils se sont juste trompés d'environ 95%. Donc si vous prenez des personnes décédées dans les moins de 65 ans, qui n'avaient pas de comorbidité renseignée, des personnes vraiment en bonne santé, sans diabète, sans des tas de problèmes voilà, qui accélèrent le Covid, il y aurait environ 1353 personnes qui sont vraiment décédées du Covid, voilà, hein, sans autre maladie. Voilà, hein. Et ben, je pense que les 1000 morts de suicide, on les aura, rappelez-vous qu'il y a 1700 personnes qui meurent en France par an, et je pense qu'on les aura à cause de la crise économique et de l'hécatombe économique qui va intervenir malheureusement. Voilà, comme quoi, et puis je dirais que dans les morts des EHPAD, il faut quand même se rendre compte que dans les soi-disant, peut-être 20 000 morts dans les EHPAD, il y a peut-être des gens aussi qu'on a euthanasiés avec du Rivotril, d'accord hein. Et puis bon, ils sont morts du Covid, ils sont morts avec le Covid, mais ils avaient tous des comorbidités. Si vous vous retrouvez dans un EHPAD, c'est que vous avez des problèmes de cœur, vous avez des problèmes de beaucoup de choses, et voilà, malheureusement. C'est ainsi, c'est le long chemin de la vie qui nous emmène d'une situation de bébé incapable de se bouger et de marcher, et parfois on termine notre vie dans l'incapacité de bouger et de marcher aussi. Voilà. Alors, quand on vous disait, il y a un an, un jour, on va vous ficher, on va vous mettre une vaccination obligatoire, mais non, vous êtes des complotistes, c'est des fake news. Mais oui, alors les autorités espagnoles tiendront en registre des personnes refusant de se faire vacciner contre le Covid-19, qui sera partagé avec d'autres pays européens, mais ne sera pas rendu public, indiquait le ministre espagnol de la Santé le lundi 28 décembre, il y a 2 jours. Dans une interview à la chaîne de la télévision La Sexta, Salvador Illa a de nouveau souligné que la vaccination contre le coronavirus qui a débuté dimanche en Espagne, comme dans de nombreux autres pays de l'Union européenne, ne serait pas obligatoire. En parenthèse, il n'y a donc pas qu'aux Français qu'on raconte des bobards. Mais en ce qui concerne les personnes qui ne voudront pas se faire vacciner, ce qu'on va faire, c'est un registre qui de plus sera partagé avec d'autres pays européens. Voilà, a-t-il précisé. Hein. On parle des personnes auxquelles on aura proposé de se faire vacciner et qui tout simplement l'auront refusé. Alors, il ne s'agit pas d'un document qui sera rendu grand public, a-t-il assuré, mais toutefois ce fichier sera élaboré avec le plus grand respect de la protection des données. Selon la dernière étude publiée lundi dernier par le Centre d'investigation sociologique, un institut de sondage dépendant du gouvernement, la proportion des Espagnols ne souhaitant pas se faire vacciner, on voit que ça dépend du gouvernement, a chuté de manière spectaculaire, passant de 47% en novembre à 28% en décembre. Durant la même période, le pourcentage d'Espagnols se disant prêts à recevoir le vaccin a progressé de 36 à 40%. Ah bah là, alors ça a baissé de 20% d'un côté, mais ça augmente seulement de 4% de l'autre. Bon, enfin bref. Comme de nombreux pays européens, l'Espagne a entamé dimanche la campagne de vaccination contre le coronavirus avec le vaccin mis au point par les laboratoires Pfizer et BioNTech. Le gouvernement, dirigé par le socialiste Pedro Sánchez, a pour objectif que 2,5 millions de personnes qui appartiennent au groupe prioritaire ou les plus vulnérables soient vaccinées d'ici la fin février pour atteindre 15 à 20 millions de personnes d'ici l'été. Voilà. Donc on sait que les Espagnols aiment les banderilles pour les corridas, et ben ils aiment aussi les piqûres, voilà. Hein. Et puis ensuite, par rapport au fichier, donc nous on a un fichier des personnes vaccinées, hein. Mais c'est pareil, après on nous dira, oui, il y a la solidarité européenne, donc les Espagnols font des fichiers, nous continuons aussi de faire le nôtre, et voilà. Bon, je vais parler d'un truc, ah oui, oui. Alors, je parlais, vous allez voir, c'est un truc de fou, mais parfois... Alors là, c'est un article, je l'ai sorti de quelque part. Maintenant que je suis sur VK, j'ai vu une chose qui m'a intéressé. Je vous la livre. Et parfois, quand même, il y a de bonnes interrogations. Après, ça, je ne peux pas vous dire, c'est 100% vrai. Mais quand même, il fallait le trouver. J'ai vérifié certaines choses. Par contre, j'ai trouvé des indices sur Google, mais qui ont été effacés, vous voyez.
C'est-à-dire, vous retrouvez avec le titre « Perquisition », mais du coup, la page n'existe plus, elle a disparu, elle a été effacée. Donc, c'est peut-être quand même la preuve qu'il y a eu quelque chose, mais ça, je ne... Voilà. Là, ce que je vais vous lire, je ne l'assume pas à 100%. Mais bon. Le Bundesnachrichtendienst, le service de renseignement allemand, a entendu les patrons du verrier Schott. Effectivement, Schott, c'est une très très grosse entreprise qui doit avoir 130 ans, qui fait des verres, les verres à vin, etc., etc. Je vais vous expliquer. Ce verrier Schott, il a été perquisitionné au siège, à l'usine de Mayence. Donc Schott fabrique aussi bien du verre pour les fours et plaques de cuisson que des flacons pour les vaccins, des tuiles de protection thermique pour les navettes spatiales, etc., etc. Et donc, il fait des verres que vous retrouvez sur Amazon ou dans certaines grandes surfaces. Et il fait aussi du verre en borosilicate ultra résistant aux très grandes et très basses températures, domaine dans lequel il est le leader mondial. Pourquoi une perquisition? Il semblerait que Pfizer et la société allemande BioNTech ont commandé 2 fois 800 millions de flacons pour des vaccins résistants à une température de moins 100 degrés, qui n'a jamais été utilisée à ce jour pour cette application. C'est une demande bien spécifique. Mais cette commande a été passée le 2 novembre 2019, bien avant qu'on entende parler du Covid. Cela signifie-t-il que Pfizer et BioNTech savaient déjà ce qui se préparait? Et puis alors à l'époque, 2 jours après, Agnès Buzyn faisait interdire l'hydroxychloroquine. Donc, vous avez des coïncidences, voilà. Donc, et puis BioNTech, en fin de compte, on ne vous le dit pas, mais les deux dirigeants ont également été interrogés, est un tout petit laboratoire subventionné par l'État allemand afin de déterminer comment le système immunitaire peut être renforcé chez les patients sur différents cancers. Ils n'ont jamais obtenu de résultats ni produit quoi que ce soit en termes de médicaments. Et BioNTech aurait donc pu trouver un vaccin si vite, là où des milliers de chercheurs de très très grosses sociétés pharmaceutiques ont échoué pendant des années. Complotisme. On a dit complotisme, voyons. Mais enfin, bon, ce serait intéressant de savoir BioNTech, voilà. Alors, justement, Ugur Sahin, le PDG de BioNTech, nous dit « Le Covid sera avec nous pendant les 10 prochaines années ». C'est quand même vachement sympa. Big Pharma se fout ouvertement de nous, car on sait bien qu'une grippe et donc un vaccin contre la grippe ne sont pas immunisants. Donc, quand on confinement qui pourra cesser d'ici la fin de l'été, d'après ce qu'on nous dit, eh ben, voilà, on nous prend pour des imbéciles. Encore une fois, le but de cette énorme opération coronavirus, ben, c'est certainement le contrôle des populations, avec en toile de fond le grand reset et puis l'agenda 2030 de l'ONU. C'est écrit dans les papiers. Donc, ce monsieur, PDG de la société allemande, Ugur Sahin, s'est associé à Pfizer pour développer un vaccin contre le Covid en moins d'1 an. Voilà. Mais il affirme que le virus pourra encore provoquer des épidémies dans 10 ans. Voilà. Le virus restera avec nous pendant les 10 prochaines années. Voilà. Je pense c'était il y a une semaine, il a fait une conférence de presse, fin décembre. Nous avons besoin d'une nouvelle définition de la normale, a-t-il poursuivi, suggérant que cela ne signifie pas nécessairement que les pays devront se confiner perpétuellement. Cet hiver, nous n'aurons pas d'impact sur le nombre d'infections, a-t-il déclaré, mais nous devons avoir un impact pour que l'hiver prochain soit la nouvelle normalité. Voilà. Il a appelé à la prudence pour savoir si le fait de vacciner 60 à 70% de la population mondiale suffirait à prévenir de nouvelles épidémies. Et il nous dit bien, si le virus devient plus efficace, nous pourrions avoir besoin d'une plus grande quantité de vaccins pour que la vie revienne à la normale. Voilà. Ouais. Enfin bon, il nous dit que ça devrait peut-être aller pour le nouveau virus anglais. Il y aurait 1270 acides aminés dans le vaccin et seuls 9 devront être modifiés pour s'adapter au virus mutant. Donc 99% de la protéine est toujours la même. Voilà. Et bien, en tous les cas, ils n'ont pas fini de s'enrichir, ces gens. Voilà. Et bien, écoutez, c'est déjà une chose. C'est déjà une chose. Alors, on apprenait, enfin, ils ont lâché quand même l'information ce matin sur Europe. Moi, je l'avais déjà depuis 2-3 jours. Vous savez, par rapport à la fameuse loi sur le séparatisme, etc. Alors, le recteur de la Grande Mosquée de Paris a annoncé
le 28, ouais, c'était ce lundi, se retirer du projet du Conseil national des imams, voulu par l'Élysée et confié au Conseil français de culte musulman en dénonçant l'influence de la composante islamiste au sein donc du CFCM, c'est-à-dire le Conseil français du culte musulman. Donc le recteur de la Grande Mosquée reconnaît qu'il ne peut pas s'entendre pour faire le Conseil national des imams parce qu'il y a trop d'ultra, d'islamistes au sein du Conseil français du culte musulman. Il a décidé de ne plus participer aux réunions qui visent à mettre en œuvre le projet de Conseil national des imams et de geler tous les contacts avec l'ensemble de la composante islamique du CSCM. Voilà, c'est le recteur Shebs Eddin Hafiz dans un communiqué. C'est une décision irrévocable, affirme-t-il. Le projet d'un Conseil national des imams chargé de certifier leur formation en France a été poussée avec insistance par l'Élysée dans le cadre de son projet de loi contre l'islam radical et les séparatismes. Voilà. La création d'une telle instance, maintes fois évoquée, mais jamais concrétisée, avait été formellement demandée par Emmanuel Macron lors de son discours au Mureaux, aux Yvelines, présentant sa stratégie de lutte contre les séparatismes début octobre. La pression pour mieux encadrer l'islam de France avait encore été augmentée avec l'assassinat de Samuel Paty et l'attentat de Nice dans la cathédrale. Donc, évidemment, ce projet a été confié au CFCM, le principal interlocuteur sur les questions d'organisation du culte musulman. Le Conseil national des imams doit délivrer un agrément aux imams en fonction de leur connaissance et de leur engagement à respecter un code de déontologie. Mais il y a 9 fédérations de mosquées qui composent ce fameux CFCM, qui sont régulièrement critiquées pour un manque de représentativité. Et ils devaient d'abord se mettre au départ d'accord pour une charte des valeurs républicaines. Malheureusement, cette composante islamiste au sein du CFCM, notamment celle liée à des régimes étrangers hostiles à la France, a insidieusement bloqué les négociations en remettant en cause presque systématiquement certains passages importants de la charte. C'est le recteur de la Grande Mosquée de Paris, c'est pas moi, soi-disant islamophobe, c'est le grand recteur qui le dit. Voilà. On trouve souvent des imams venus de Turquie, du Maroc ou d'Algérie, et donc, si vous voulez, il n'y a pas d'instance religieuse pour les agréer. Donc, n'importe qui peut se proclamer imam. Et donc, des membres de la mouvance islamique auraient fait croire que cette charte avait pour ambition de toucher à la dignité des fidèles musulmans. Et c'est un message édonté, et du coup, ça a du mal à passer. Donc, évidemment, parmi les membres de la Confédération islamique, ce qui compose le CFCM, vous avez la Confédération islamique Miligurus, CIMG, les musulmans de France, ex-UOIF proche des frères musulmans, ainsi que Foi et Pratique, ce sont des fondamentalistes proches du Tabligh. Voilà. Et donc, toujours ce Shem Ediz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, dit « J'espère que la représentation des musulmans mérite autre chose que des agissements douteux entourés d'actions qui cherchent à diviser la communauté nationale et à séparer les Français de confession musulmane de leur société. » Voilà. Déjà, début décembre, une dizaine de figures de l'islam réformé avaient dénoncé le rôle accordé par l'État au CFCM pour la création du CNI, le qualifiant d'institution fragile. Voilà. Donc, alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est que l'un des principaux points de crispation, les signataires, là, ces ultras, s'engagent à refuser de s'inscrire dans une quelconque démarche faisant la promotion de ce qui est connu comme l'islam politique. Voilà. Donc, ils ne veulent pas reconnaître l'égalité homme-femme et s'engager à ne pas être au service d'un pays étranger, etc., etc., etc. Voilà, donc ce qui fait qu'en fin de compte, quelle différence entre islam et islamisme? Bon. Alors, je termine par vraiment une injustice. Je ne sais pas quel sera le résultat, mais j'en viens toujours en parlant de musulmans, j'en viens aux attaquants au Bataclan, et je vous explique, rappelez-vous qu'il y avait un restaurant à côté du Bataclan qui s'appelle le Petit Cambodge. Et bon, il a été dévasté, criblé de balles, il y a eu des morts. Alors, je vais vous lire ce qui se passe. Depuis la mi-novembre, plusieurs associations écologiques occupent un local en travaux pour dénoncer la gentrification.
l'embourgeoisement du quartier. Locataires de cet espace, les gérants du Petit Cambodge espéraient y ouvrir un nouveau restaurant prochainement. Donc de l'extérieur du local, les fenêtres sont barricadées et en grosses lettres sur la devanture, une inscription « Ce local est squatté pour lutter contre la gentrification, l'embourgeoisement des quartiers populaires ». Depuis la mi-novembre, un groupe de militants de diverses associations, notamment écologistes, occupe ce local en travaux avenue Claude Belfaux dans le 10e arrondissement, qui est pourtant loué par les gérants du restaurant, le Petit Cambodge. À l'intérieur, des canapés, des fauteuils, l'espace est totalement réaménagé. Et voilà, et donc les militants souhaitent en faire un centre social autogéré et solidaire. Voilà, hein. C'est une situation révoltante pour les gérants du Petit Cambodge qui ont obtenu ce nouvel espace en décembre 2015, après les attentats terroristes qui ont touché le restaurant qui était rue Alibert. Ils ont appris donc l'occupation des lieux plus de 48 heures après l'intrusion donc des squatteurs. Donc impossible de déloger les squatteurs à cause de cette loi à la con. Sans réponse de la mairie à leur courrier, ils ont porté plainte pour violation de domicile et demande d'expulsion immédiate des squatteurs. Voilà. Alors, quelque part, en tant que restaurateur, c'est un peu révoltant de se dire, alors que tous les restaurateurs sont fermés et qu'on ne peut pas accueillir de clients, il y a des gens qui organisent des apéros de quartier dans ce futur restaurant. Voyez, parce que là, ça ne pose pas de problème de distanciation sociale. Il y a eu 3 ans de travaux, 1 million d'euros investis. Les gérants espéraient ouvrir dans ce local un nouveau restaurant prochainement. Voilà. Et l'association écolo Youth for Climate assume l'occupation illégale d'une annexe du Petit Cambodge et affirme que le quartier n'a pas besoin du Petit Cambodge, encore un énième lieu marchand. Voilà. Je rappelle qu'au Petit Cambodge, 13 personnes y sont mortes le 13 novembre 2015 pour avoir bu un verre en terrasse. Voilà, hein. Et oui, vous êtes stupéfait plutôt, mais les lois françaises sur le squat sont héritées de la grande époque Mitterrand. C'est absolument hallucinant. Et ça arrive tous les jours à des gens qui n'ont pas les relais médiatiques du Petit Cambodge. Voilà, hein. Si vous voulez, c'est un concept. Si j'arrive à m'y installer physiquement et qu'au bout de 48 heures, on ne m'a pas viré, et bien maintenant, ça m'appartient. Voilà. C'est un bond civilisationnel, peut-être de quelques milliers d'années en arrière. Hein. C'est la loi du plus fort. Je m'y installe. Et à moi, après 48 heures, c'est la triste vérité en France. Voilà. C'est ainsi. Donc, encore une loi réformée. Hein. Et puis, bon, les écolos qui se battent, ils font... la ville de Paris devient une poubelle, mais non, ça les dérange qu'il y ait un restaurant un petit peu select. Enfin bon, voilà. Donc, je vous rappelle, vous avez eu les éléments sur les vaccins, etc. Ah, j'allais oublier. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Qu'est-ce qui se passe avec la vaccination? Vous allez être complètement sidéré. Dans les EHPAD, la vaccination n'est pas obligatoire. Pas vraiment. Donc j'ai lu un texte d'un monsieur qui dit « Ils ont demandé son contentement à ma mère de 90 ans. Et elle a refusé. » Vous refusez? Donc ils ont signifié que, donc, à cause de son refus, interdiction de se rendre au réfectoire commun, ni aux animations communes, ni de se promener dans les couloirs, d'avoir tout contact avec les autres résidents, même avec les gestes barrières. Mais dans leur grande bonté, ils lui reposeront la question en fin de semaine pour lui laisser le temps de réfléchir. Et la mère du monsieur lui a dit qu'elle acceptera la vaccination à contre-cœur pour ne pas être la pestiférée et pour ne pas être pestiférée à l'insu de son plein gré, si on peut dire, et pour ne pas être montrée du doigt au sein de l'EHPAD et de ses contacts, de ses voisines et voisins. Voilà, elle n'est pas belle la vie, elle n'est pas belle la fin de vie, vaccination obligatoire. Et bien oui, vous risquez de contaminer vos voisins, donc... plus d'activité en commun. Eh oui, voilà. Donc, vous voyez, c'est ainsi. Écoutez, sur cette triste nouvelle, je vous laisse terminer l'année. Je pense qu'on se retrouvera certainement le 2 janvier. Entre-temps, écoutez, terminez bien cette funeste année, cette détestable année, qui sera peut-être moins détestable encore que celle de 2021. On verra. Écoutez, merci, partagez. Encore merci pour votre écoute tout au long de cette année, pour la compagnie que nous avons
eu ensemble le chemin qu'on a fait sur la découverte de la vérité, sur surtout la découverte des mensonges qu'on veut nous imposer. Et voilà. Je suis fier d'avoir suscité de l'intérêt de votre part, de l'écoute, des commentaires. Et c'est un petit bonheur de vous retrouver à chaque fois et de savoir à l'avance que des personnes prennent le temps de m'écrire, de m'écouter, de me poser des questions. Voilà. Donc, j'espère faire œuvre utile, en toute modestie, bien entendu. En tous les cas, merci. Je vous embrasse tous. Terminez bien. Et puis, à l'année prochaine. Allez, merci. Au revoir.